Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et notre invitée du jour est Stella Kamga. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est étudiante en gestion à Paris, chroniqueuse surtout maintenant. Hein. Vous êtes, moi je vous connaissais sur Sud Radio, faut le dire, mais maintenant vous êtes sur une autre radio encore concurrente dont on ne parlera pas ici. Mais tout de même, et vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Il y a un livre qui va sortir, mais il n'est pas encore sorti. On peut quand même parler de ce sujet. Vous écrirez, enfin c'est le titre de votre livre à publier, La France n'est plus la France, dialogue non coupable aux éditions Verbe Haut. Et vous luttez, en tout cas, et ça vous l'avez toujours fait depuis qu'on vous suit. On peut aussi dire que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Vous luttez contre le politiquement correct, contre l'instrumentalisation, contre la victimisation systématique des étrangers au mépris de la France. Et vous dites haut et fort, oui, la France mérite d'être aimée. Alors c'est comme un pied de nez, moi je trouve, à notre militante antiraciste à nous, Rokhaya Diallo, qui a publié une tribune dans le Washington Post en référence à Joséphine Baker, dont on a parlé dans cette émission longuement, et qui dit « Ne laissez pas l'histoire inspirante de Joséphine Baker, donc qui va être panthéonisée dans quelques heures, effacer le racisme omniprésent de la France ». Voilà une militante antiraciste qui rappelle les Français à l'ordre. Il ne faudrait tout de même pas se bercer d'illusions sur la France, même si nous faisons entrer Joséphine Baker au Panthéon. Et là, je suis sûre que vous n'allez pas être d'accord, Stella Kamga. Évidemment que je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que j'ai intitulé justement mon livre « La France n'est plus la France » parce que quand on voit l'époque de Joséphine Baker pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se dit probablement encore à cette époque-là, la France avait encore ses colonies, donc on se dit probablement à cette époque-là, les Français pouvaient être tous racistes dans leur ensemble, probablement on rejetait tout ce qui pouvait être noir, mais là on a quand même une histoire assez inspirante, je trouve, c'est-à-dire une histoire qui sort des sentiers battus d'une dame justement noire afro-américaine qui est venue des États-Unis, qui a conquis la France, qui a été charmée, qui était accueillie en France, Charles O'Donnell le rappelait, qui a été charmée également par le charme emblématique de la France et qui est retournée dans son pays au moment où justement on déclarait les indépendances, où les paroles se libéraient, où on avait des personnes qui émergeaient dans les médias comme les Malcolm X, et qui a réalisé, quand elle est retournée justement aux États-Unis, que le racisme, pour le coup, aux États-Unis était bel et bien ancré, à la différence de la France où elle a réussi à s'implanter, réussi à se faire connaître et justement réussi à rentrer dans l'histoire de la France. Donc oui, c'est entre ces histoires-là et les histoires et franchement les discours de Rokhaya Diallo, il y a quand même un grand fossé. Et puis on se demande, est-ce que finalement on nous a pas toujours leurré? Est-ce que finalement les histoires qu'on nous a toujours racontées, les mythes comme quoi le blanc est un être qui déteste automatiquement le noir, que la détestation du noir est littéralement inscrite dans ses gènes, est-ce que finalement c'est pas des histoires à faire peur ou à nous empêcher de dormir? Et donc oui, quand j'ai réalisé c'est ce vide du discours, quand je me suis rappelé d'où je venais, parce que c'est aussi ça mon livre, c'est-à-dire racontez-le d'où exactement vous venez. Mon livre en réalité pose la question du pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi ma parole finalement est écoutée dans les médias, pourquoi, la question de la légitimité, parce que on m'a très souvent rappelé, oui, tu es arrivé en France en 2017, donc qu'est-ce qui te permet de prendre la parole, qu'est-ce qui te permet d'exprimer, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Exactement. Donc moi je viens du Cameroun. Oui. Vous êtes née au Cameroun. Je suis née au Cameroun. Vous êtes camerounaise. Je suis camerounaise. Je ne suis pas française, je suis camerounaise. Et vous n'avez pas la nationalité française. Je n'ai pas la nationalité française. Je suis arrivée en France en 2017 pour faire mes études, ayant déjà eu un parcours en traduction. Donc j'ai toujours été happée et intéressée par tout ce qui est langue et littérature. Peut-être que je le tiens de ma mère qui est enseignante de français. Et si vous voulez, le fait que je sois en France aujourd'hui et que finalement je m'exprime est la concrétisation d'un parcours. C'est-à-dire que encore au Cameroun, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours martelé sur mes réseaux, encore au Cameroun, la civilisation, l'écriture, la culture que nous avons reçue de la France est toujours présente, que ce soit au niveau éducationnel, c'est-à-dire dans nos écoles, comment on élève, comment on enseigne les enfants, les œuvres, les grands classiques de la littérature qu'on étudie encore jusqu'aujourd'hui, Marcel Proust, Gustave Flaubert et Guillaume Apollinaire qui est mon auteur préféré. Donc
si vous voulez, il y a tout ce parcours-là. Ensuite, il y a les valeurs chrétiennes que ma mère m'a enseignées. Même si aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être athée, ça reste un autre sujet. Mais quand j'arrive en France et que je me retrouve dans les grandes discussions avec des personnes, on va dire pratiquement du troisième âge, et qui nous racontent comment, voilà, à l'époque, ils faisaient pas le terminal littéraire, mais terminal A4, et que les œuvres qu'ils ont lues, et moi, je me retrouve dans ce qu'ils disent, mais eux, ils racontent cette histoire-là au passé, sauf que moi, je l'ai vécu au présent et que ça se vit toujours au Cameroun. Donc, c'est pour ça que je le dis, pour moi, la France n'est plus la France, parce que quelque part, la France, je l'ai vécu depuis le Cameroun. Et c'est pour ça qu'arrivé en France, honnêtement, mon assimilation et mon intégration allait de soi. C'est vraiment ça l'expression, ça allait de soi, c'était naturel et c'était normal. J'ai une question par rapport à votre prise de parole. Oui. Vous arrivez de Cameroun, même si vous parlez parfaitement le français, vous maîtrisez la culture française. La France est autre chose. Paris, c'est une autre ville, c'est un autre milieu, etc. À quel moment vous prenez la parole publiquement et dans quelles circonstances? Alors, c'était quand George Floyd est décédé. Toute la semaine, on a eu droit à ça. Il y a eu les médias qui n'arrêtaient pas de marteler. On va faire un rappel. Tout le monde connaît George Floyd. Oui, le noir américain qui a décédé avec le policier genou. qui a mis un genou sous le cou. Aux États-Unis, en été dernier. Un parallèle a été fait en France avec l'affaire Adama Traoré, en considérant que la police française était telle que la police américaine, qu'elle était raciste. C'est qui est systématique. On a parlé tout à l'heure. On projette une réalité américaine sur la France. Exactement. Donc, toute la semaine, j'ai eu droit, les réseaux étaient inondés par cette vidéo-là. Chacun prenait la parole pour crier au racisme et tout. Disons que j'ai tenu la semaine parce que je me disais, les réseaux sociaux et moi, ça suffit. Mais quand, effectivement, le comité Adama a plagié cet événement-là et a mis en avant leur frère qui est décédé dans des circonstances clairement qu'on peut clairement remettre en question, et a accusé la police de racisme et toutes sortes de mots. Il y a eu des manifestations, une très grande manifestation à Place de la République. Disons que c'était la goutte de trop. Moi, mon expression à moi, c'est la goutte qui a cassé le vase, si vous voulez. Donc, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai fait une vidéo de ras-le-bol qui durait une demi-heure, que j'ai publiée dans un groupe Facebook. Et la vidéo est sortie du groupe. Et finalement, 2 jours après, j'étais à plus de 2 millions de vues sur les réseaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai été invitée, notamment par Clémence. Et dans une vie antérieure. et depuis lors, on m'a posé des questions, effectivement, sur tout ce qui pouvait être communautarisme, racisme et tous les onglets de la cancel culture qu'on peut observer aujourd'hui. Alors voilà, justement, j'ai une question à ce sujet, parce qu'on a l'impression qu'il est peut-être plus facile pour vous, pour Claire Koch, qui a écrit un livre sur le sujet, pour Christine Kelly, pour Sonia Mabrouk, pour Fatia Hadjat Bouchelat, de prendre la parole sur le fait que la France n'est pas la raciste qu'on veut bien croire, etc. Exactement. Pourquoi, aujourd'hui, il est plus facile pour vous de défendre la France? Mais parce que pendant bien longtemps, si vous voulez, dans les discussions, même entre amis, à partir du moment où il y avait 2 couleurs, pour le dire ainsi, donc les Français blancs et les Français noirs, si vous voulez, la discussion elle était toujours biaisée, en ceci qu'une partie pouvait s'exprimer librement de dire oui, je suis victime, je suis ta victime, et l'autre, justement à cause de ce qu'on nous a dit du passé, de l'esclavage, de la colonisation, était de prime abord tue, c'est-à-dire que même si l'autre avait forcément tort ou avait une vision qui n'était pas forcément réelle ou vraie, l'autre ne pouvait pas s'exprimer de peur d'être accusé de facho ou de raciste, alors que voir les deux. Voir les deux. Et alors que normalement dans une discussion on devrait pouvoir s'exprimer sans partie d'un pied, sans partie du fait que l'autre est, sans partie avec les préjugés, quoi. Donc je pense que très souvent, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, beaucoup de ces personnes-là se sont réfugiées dans des préjugés qui étaient complètement à fausse d'un côté, du côté des racialistes et des indigénistes, et de l'autre côté il y avait des personnes qui étaient
muets, quoi. C'est-à-dire qu'elles pouvaient pas s'exprimer parce qu'elles voulaient pas absolument qu'on leur colle une étiquette de c'est toi le facho, c'est toi le méchant blanc, de toute façon, peu importe ce que tu dis, En fait, tu as tort. les blancs font leur repentance maintenant. Exactement. Ouais. Alors, c'est pas tant la repentance, c'est que pendant longtemps, justement, il y a eu la repentance et que maintenant que, justement, nous autres, on prend la parole pour dire que ça suffit, stop. Si vous voulez débattre, il faut que Oui, vous mais ça soyez reste à peu vous près les égalité. porte-drapeaux. On connaît pas. Enfin, si, il y a Marine Le Ça Pen. reste, justement, Mais vous c'est vrai. voyez, Elisabeth ceux qui Lévy. ont pris la Oui, parole ont été mais- diabolisés. Ceux qui ont pris la parole ont été diabolisés par leurs propres confrères. Marine Le Pen n'a jamais été vue comme quelqu'un qui avait raison en France. Elle a toujours été dépeinte comme le croque-mitaine de la France. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Guil. Oui, on sait que l'un des milieux où ces genres d'idées se propagent et s'épanouissent le plus, ce sont certains départements de l'université, notamment les sciences sociales, parfois les sciences humaines. Vous avez choisi l'économie et la gestion. Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous sentez ce genre d'idées à la Rokhaya Diallo chez vos professeurs, Chez les chez les universitaires. vos collègues, etc. Alors, à ce propos, il faut que je fasse une mise à jour. Donc, en 2018, effectivement, je faisais des études de politique à HEIP. Et j'ai choisi de faire un master en RH parce que justement, pendant ce parcours-là, beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas défendu mon pays. Non, j'ai défendu le Cameroun pendant les élections de 2018 et ça s'est très très mal passé parce que voilà, j'ai découvert une nouvelle phase de la diaspora camerounaise où les personnes qui étaient soi-disant contre le pouvoir en place faisaient encore pire que le pouvoir en place. Et donc, je me suis déconnectée de tout ce qui pouvait être politique, communication, et j'étais vraiment dégoûtée. C'est pour ça que pendant l'été où la vidéo de George Floyd a fait le tour de la planète, pour ainsi dire, j'étais déconnectée des réseaux sociaux. J'avais vraiment fait un tourne-dos. Et oui, c'est pour ça que j'avais viré en gestion. Mais sinon, mes études ont toujours été communication, politique et tout ce qui rentre dans cette sphère-là parce que ça m'a toujours passionnée. Donc, en gestion, c'était plus des cours à distance. Et puis, voilà, cette année, quand je suis revenue, d'ailleurs, je ne suis plus étudiante, faut bien le préciser, je suis en stage pré-emploi. Et là, je suis revenue à mes anciens amours, où je me suis inscrite à l'ICEP, école de Marion Maréchal, pour continuer exactement dans ce qui a toujours été mien, mais dans une autre sphère, qui est la sphère française et pas la sphère camerounaise. Alors, pardon, juste parce que vous parliez de l'ICEP, et donc l'ICEP, donc école de Marion Maréchal Le Pen, vous avez officiellement dit que vous admiriez Marine Le Pen aussi, et c'est ce qui vous a valu aussi une polémique avec le rappeur Booba, le rappeur qui vous a accusé d'être ennemi de l'Afrique, et il a ajouté, je crois, je vais rajouter des mots parce que cette personne ne sait pas prononcer une phrase en entier, mais il a dit « Je crois qu'elle n'a même pas les papiers, donc les papiers africains, cette idiote ». Voilà. Donc, il vous a accusé d'être en gros de trahir, je pense, votre pays, de trahir vos origines. Et c'était quelque chose qui revient souvent, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas la polémique Booba, c'est que Linda Kebab a été accusée par le journaliste, entre guillemets, à Abouaf d'être une arabe de service. Le policier Abdoulaye Kanté est régulièrement accusé d'être un bounty, c'est-à-dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on ne peut plus défendre la France, soit par l'uniforme, soit par les idées, sans être un traître à sa patrie ou à ses origines. Alors, moi, je ne vois pas du tout de quelles origines, enfin, de quelle communauté ou de quel pays il parle. Parce que personnellement, quand je suis arrivée en France, en tout cas, mon parcours en France, je ne le dois à aucun pays, ni à aucune communauté. Donc, je vois pas du tout. Et après, moi, comme j'ai essayé de l'expliquer dans mon livre, je pense que finalement, le racisme, c'est quelque chose de personnel. C'est pas une histoire de couleur. C'est une expérience individuelle que l'on vit et que clairement, si on est frustré, on peut clairement, c'est le genre de discours, enfin, c'est le genre d'histoire qu'on peut aller, on peut prendre rendez-vous chez MC et expliquer que voilà, ça va pas du tout, j'ai vécu ça et ça m'a traumatisé. Vous conseillez à Booba, le rappeur, d'aller prendre rendez-vous chez le psy, aussi, en fait. oui, je pense que lui particulièrement, il lui faut une armée de psy. Mais pour revenir à ce sujet-là, beaucoup de gens qui me parlent de communauté et de pays, mais parfois j'ai souvent mais tout ce que j'ai traversé dans la vie au point où j'en suis arrivée, je ne le dois à personne. Je veux dire, c'est pas un parcours d'une communauté qui m'a poussée. Au contraire, même quand j'ai essayé de m'intéresser à la communauté
en France, la communauté m'a déçu, la communauté m'a poignardé dans le dos, et nous sommes nombreux dans ce cas de figure. Je vous épargne, mais le recueil des témoignages que j'ai eu, et Claire Koch et des personnes qui m'ont expliqué que voilà ce que j'ai traversé. Je suis venue en France, ou je suis arrivée dans un pays étranger, et voilà ce que telle personne, tel membre de ma famille, tel membre de ma communauté m'a fait vivre. Moi, j'aimerais bien savoir cette communauté-là, justement, quand on traverse d'un monde difficile, ou justement même le soutien psychologique. La communauté, elle est jamais présente. Je veux dire, je vois pas. Pour moi, ça veut rien dire en fait, la communauté. C'est une expression vide, et c'est des concepts vides. Je ne connais pas ça. Et donc, effectivement, quand je prends la parole et qu'on me parle de traître à la communauté, Bounty et compagnie, ennemi de l'Afrique. Ennemi de l'Afrique, mais c'est trop dire. Moi, je n'ai tué personne. Mais oui, c'est vrai, je n'ai tué personne. Le fait que je réfléchisse par moi-même, et les constats que je fais, c'est les constats du réel. Ce sont des faits. Je ne parle que des faits. Je n'ai jamais extrapolé ou sorti des sentiers ou de la réalité. Je suis restée dans les faits. Et c'est justement parce que je parle des faits que ceux qui me détestent me détestent encore plus, parce que eux, ils sont restés dans l'histoire de ce qu'on leur a dit, de ce que d'autres personnes racontent, des discours qui se baladent, exactement. Et ils sont restés dans ce qui est traditionnel, coutume, idées reçues, préjugés. Faut détester tout le monde parce que telle ou telle personne t'a dit qu'il fallait détester la personne. Alors que moi, j'arrive quelque part, je vis dans un milieu, je fais des constats, et c'est ces constats-là qui me permettent de dire que vous vous trompez. Et parce que vous vous trompez, essayez de revenir à de meilleurs sentiments, et vous verrez que la vie, elle est beaucoup plus rose et beaucoup plus facile à appréhender. Quand vous dites que vous faites des constats, donc en effet, c'est très concret. Quand vous êtes arrivé en France, justement, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez vécu des moments difficiles? Bah oui, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Quand j'arrivais, j'avais une famille d'accueil. Je suis arrivée en septembre, et en décembre... Vous avez quel âge quand vous êtes arrivé en France? J'avais 22 ans. Et quand j'avais une famille d'accueil, une dame qui m'aimait bien, qui m'adorait, c'est pas ça la question, mais elle m'avait dit, oui, tu peux rester chez moi la première année, le temps de t'acclimater, et ensuite tu pourras voler par tes propres ailes. Au bout de 2 mois, c'est sa fille aînée qui a jeté mes affaires dehors en plein hiver. Nous sommes en décembre. Elle est camerounaise. Là, c'est bien la communauté camerounaise. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Je me suis retrouvée encore chez une autre dame, pour le coup camerounaise, où je sous-louais une chambre chez elle, parce que venant d'arriver, je touchais après à peine mon premier boulot d'étudiante en tant que caissière. Il fallait que je me batte. Il fallait pas que je sois dépendante, ou alors je me retrouvais sous un pont, peut-être à Port-de-la-Chapelle, même ayant des papiers. Donc les papiers, c'est pas ça la question. Et habitant chez cette dame-là, pareil, au bout d'un moment, elle me met dehors parce que elle veut pas que j'utilise son adresse. Donc autant de faux problèmes ou de difficultés que vous pouvez rencontrer, et de manque de solidarité. Et de manque de solidarité qui vient justement de cette communauté. C'est pour ça que je dis que moi, la communauté, elle ne me parle pas du tout. C'est un concept qui m'est complètement indifférent. Moi, les gens qui m'ont le plus aidé, soutenu, sans rien me demander en retour, c'était des Français. En France. C'est-à-dire que, pour le coup, s'il fallait pour le coup que je compare, je me suis retrouvée dans des situations où j'allais pas bien, où il me fallait des garants, parce que pour louer maintenant une maison à Paris, parcours de combattant. Voilà, c'est un parcours de combattant. Il faut la peau d'un ours rose. Donc ce n'est pas du tout évident. Pourquoi vous montez Guy et Michaëli quand vous dites ça? Parce qu'on s'est retrouvés tout à l'heure à l'accueil sur le sujet. Non, pour louer maintenant un appartement à Paris, d'ailleurs qu'on soit blanc ou noir, c'est pas ça la question. Il faut énormément de paramètres qui rentrent en jeu, que finalement que je ne remplissais pas forcément. Les gens qui se sont portés garant pour moi, sans même me connaître, que j'avais même jamais rencontré, des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, tu es étudiante, il te faut un ordinateur, tu es étudiante, tu as besoin de ça, tu es étudiante, tu as besoin d'un travail, tu es étudiant, il faut que tu te battes comme ça. Des gens qui, même psychologiquement, c'était pas des gens de ma communauté, c'était des Français que je ne connaissais pas. Que voilà, le hasard a fait que je les rencontre, et finalement c'est des personnes qui sont restées dans ma vie, et c'est eux que je considère comme ma communauté pour le coup. Est-ce que vous avez été approché par des associations justement militantes anti-racisme? Mais évidemment qu'ils peuvent pas m'approcher, parce que on approche ceux avec qui le discours coïncide.
Mais moi, mon discours ne rentrait clairement pas dans les sentiers battus de tout ce qui pouvait être association Par exemple, Claire militant. Koch raconte qu'elle a été, donc Claire Koch qui a voulu franciser, qui est d'origine turque, qui a voulu franciser son prénom, donc elle avait un autre nom et elle a voulu se nommer Claire. Elle a été tout à fait rejetée par sa communauté dont vous parlez. Et elle raconte qu'elle a été approchée par ces associations qui lui ont dit « mais c'est pas bien, tu trahis tes origines, tu trahis tes... » Donc ça, vous ne l'avez pas vécu. Non, je n'ai pas été approchée par des... Je pense que à partir du moment où tu dis clairement face caméra que ta personnalité féminine préférée, c'est Marine Le Pen, il est difficile d'être approché par des associations. Vous êtes peut-être dévoilé un petit peu vite, certes. C'est ça, j'aurais dû me taire, je crois. Merci beaucoup, en tout cas, Stella Kamga, et puis ce livre qui va sortir. On vous demande pas qui est votre personnage masculin préféré. Oui. Non, pour ne pas vous enfoncer. C'est ça. On va faire attention. Alors, je rappelle ce livre qui va sortir dans les mois qui arrivent. La France n'est plus la France. Dialogue. Dans la semaine qui arrive. Dialogue nos coupables. On est vraiment proche de la sortie. Alors, aux éditions Verbe O. Merci beaucoup, Stella Kamga. C'est toujours une joie de vous recevoir. C'est moi qui te remercie. 7h, 9h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.